ce soir en P1, nous recevons Dominique de Villepin, mesdames, messieurs. Alors Dominique, bonsoir. Vous êtes ici ce soir parce que vous avez décidé de vous présenter à l'élection de Mister France. Non, à l'élection présidentielle. Vous êtes ici aussi en ce début d'année pour souhaiter une bonne année à Nicolas Sarkozy, j'imagine. Alors, en P2, nous accueillerons Edoui Plenel. Edoui Plenel, le dernier des grands moustachus, avec Régine et José Bové. Nous lui parlerons de son nouveau livre, Finissons-en, publié chez Don Quichotte. Toujours en P2, nous accueillerons Yvan Le Bolloc. Yvan Le Bolloc, qui a déclaré avoir été élevé au Nutella et à Elvis Presley. Il nous dira que ses cheveux, c'est le Nutella. Et il nous parlera de la pièce qu'il va jouer avec Clémentine Célarié, Calamity Jane. Voilà. Alors, Dominique de Villepin, Edoui Plenel, Yvan Le Bolloc. Nicolas, si tu nous regardes, change de chaîne. Enfin, en P3, après Le Zapping et Guillon, nous accueillerons notre invité du samedi 20h, ce soir, Muriel Parseguian, victime de prothèse mammaire PIP et du cancer du sein. Voilà, l'émission s'appelle Salut les carrières, c'est le groupe L'Égrément de Fortune. Alors, Dominique de Villepin, rebonsoir. Le 14 septembre dernier, la Cour d'appel a confirmé le jugement de 2010 vous relaxant dans l'affaire Clearstream. Ouf, vous avez été blanchi. Enfin, vos cheveux surtout. Hein. Vous êtes fait du souci? Ah, pas du tout. Non? Non, c'est 6 années pas très agréables, oui. Mais du souci, non, parce que oui. Je connaissais l'issue. La question, c'était de savoir quand et comment. Ben voilà, c'est fait. Alors, le 11 décembre dernier, vous vous êtes déclaré candidat à l'Élysée. Vous vous êtes jamais présenté à aucune élection, même pas délégué de classe. Si. Ah, Alors, si. rassurez-vous, j'étais capitaine de mon équipe de foot, délégué de classe. Non. En tous les cas, vous, en politique, c'est président ou rien, quoi. Hein? Et c'est ce qu'on appelle l'esprit de mission. Ah oui, ça c'est clair. Et il faut savoir ce que l'on veut faire. Alors, vous avez surpris en vous déclarant candidat après des mois de rapprochement avec Nicolas Sarkozy. Quand il l'a appris, il a dit « il a bien le droit d'y aller ». Cette fois, il n'a pas voulu vous accrocher à un croc de boucher, quoi. Non, il y a bien le droit d'y aller, c'est pas lui qui l'a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, mais ça reste à découvrir. Ah ouais. Non, mais il n'a pas dit ça. Alors, pourtant, des candidatures comme la vôtre, c'est-à-dire Boutin, Morin, Dupont-Aignan, à droite, il peut ne pas être au second tour. Une démocratie qui fonctionne, c'est une démocratie où le choix du peuple l'emporte sur tout le reste. Que tout ne soit pas écrit d'avance, c'est presque rassurant. Ouais. Alors, quand les sondages vous donnent de 1 à 4% d'intention de vote, vous répondez « La campagne n'a pas encore commencé, on est à 1000 lieues de ce que sera le résultat. En 2007, les Français ont élu le meilleur candidat. En 2012, ils éliront celui qui sera le meilleur président. » Donc vous y croyez? Vous vous rappelez la finale du 100 mètres aux Jeux Olympiques? Oui. Qu'est-ce qui est arrivé aux favoris? Oui. Il n'est même pas parti. Oui. Il y a des candidats, ils sont là, on les regarde, on se demande qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils pourraient faire s'ils étaient présidents, est-ce qu'ils feraient un bon candidat? Mais surtout, la vraie question, est-ce qu'il ferait un bon président? Ouais. On a vu qu'un bon candidat ne faisait pas toujours un bon président. Alors il serait peut-être temps de prendre un raccourci et d'emblée de choisir un bon président. Allons-y. Voilà. Alors, l'autre problème, ce sont les moyens dont vous disposez. 2 à 3 millions d'euros, là où Sarkozy, en 2007, et Royal aussi, d'ailleurs, avaient chacun 20 millions d'euros, et Bayrou, 10. Comment vous allez faire? C'est une chance. On n'a pas de société de communication qui se battent entre elles pour vous dire ce qu'il faut faire. On n'a pas 50 conseillers pour vous dire fais ci, et puis l'autre qui vous dit fais ça. Ouais. Non, il faut suivre sa vocation, son instinct et sa conviction. Malgré tout, vous avez ouvert un QG de campagne de 400 mètres carrés dans le 6e, et vous avez présenté votre état-major cette semaine, où l'on remarque Azouz Begag, Jean-Claude Carrière, l'écrivain. Il y a aussi Olivier Orban, l'ex-patron des éditions Plomb. Et c'est important d'avoir un autre regard sur la politique. On a vu tellement de projets ne jamais aller jusqu'au bout de leurs promesses qu'il me paraît important d'avoir une équipe diversifiée, qui a une expérience différente et qui a envie de renouveler la politique. Essayer de changer le système avec des gens qui sont issus de la société civile et qui ne jouent pas la place. Parce que l'ambition de ceux que vous avez cités, c'est pas d'être ministre. Non. Alors, votre slogan, c'est « Aimons la France ». C'est un des slogans, aimons la France, tous pour la France. Et puis viendra le moment où les Français eux-mêmes avec nous choisiront le slogan de la campagne. Il y avait aussi Villepin, la mèche tranquille. Enfin, vous êtes prêts, quoi. Vous êtes à 100 abdos par jour, là, non?
Mais je suis surtout très heureux d'être engagé dans cette bataille parce que j'ai le sentiment d'avoir fait un choix juste. Et les signatures, vous en êtes où? Ça avance, Ça avance. progresse. Oui, oui. Vous êtes à combien? Ça progresse, je vous dis. Ce qui compte, c'est d'avancer. Bon. Alors, reste le message. Bon, l'anti-sarkozysme systématique, c'est pris par tout le monde. Renvoyer l'UMP et le PS dos à dos, c'est pris par Marine Le Pen et Bayrou. Alors, vous avez trouvé un truc. Vous êtes autoproclamé homme providentiel, héritier du général de Gaulle, pour en finir avec les guerres partisanes. Vous dites, avoir un président de droite, de gauche ou du centre, c'est se priver du meilleur de la France. Il y a des vérités un peu partout sur l'échiquier politique. Et la vocation du président de la République, c'est de rassembler et de trouver les meilleures idées là où elles se trouvent. Voilà. Donc vous mettez carrément au-dessus ou à côté des partis. J'ai toujours été frappé de voir à quel point le combat pour l'élection présidentielle conduisait les Français à 51% à peu près à choisir un président. Le résultat, c'est qu'il y avait 49% de Français vaincus. Bien sûr. Et 8 jours après l'élection présidentielle, les 49% deviennent en général 52-55%. Et aujourd'hui, ils sont 80% à se sentir dupés lors de l'élection. Donc autant saisir cette occasion pour les mettre tous ensemble et trouver les bonnes idées là où elles sont et prendre les meilleures. Rassemblés dans une même équipe. Vous n'êtes ni de droite, ni de gauche, ni du centre. Quand on vous dit que vous êtes du centre, on dit non, non, le centre, c'est le compromis moyen, et moi, je suis tout sauf moyen. Finalement, vous êtes un petit peu dans la position d'un roi constitutionnel. C'est ça que vous ambitionnez, non? Je crois que le président de la République doit se situer délibérément au-dessus des clivages. Il est l'homme qui doit à la fois être le garant de ce que les Français souhaitent et attendent, et en même temps le guide, l'arbitre. Donc oui, il doit se placer au-dessus des querelles du quotidien. Comme la reine d'Angleterre ou le roi d'Espagne. Non, ça n'a rien à voir. Non, là, on est plus davantage dans la logique du fruit confit placé sur le fruit. C'est pas tout à fait mon idée du président de la République. Quand même. Oui, donc, vous serez un roi actif. Oui, mais plus qu'actif. C'est lui qui fixe les grandes orientations. C'est le barreur à la tête du bateau. Alors, il n'a pas forcément vocation en permanence à monter en haut du mât, mais c'est lui qui corrige le cap. On a oublié qu'en politique, on part d'un endroit, on fixe un cap, mais en permanence, les vents, les courants déplacent le cap du bateau. Et si le président de la République ne reconnaît pas ses erreurs, ne renouvelle pas ses équipes, en permanence essaye de scruter l'horizon, eh bien, on a la situation actuelle. Un président de la République qui est content de lui, qui est content de ses marins, et les Français qui sont mécontents de tous. Donc, je crois profondément qu'il est important de reconnaître ses erreurs en marchant et de tirer les leçons. Alors, vous pensez que Nicolas Sarkozy ne sera pas réélu si seulement Sarkozy avait détesté le chômage autant qu'il vous déteste? Ça serait formidable. On choisit ses ennemis. Ouais. Alors, à l'époque, vous aviez dit... Les baladuriens, on les a bien niqués et avec du gravier. Quand même. Non, ça c'est de l'ardisson, ça. Ah bon, c'est quoi? Non, en l'occurrence, je pense que la phrase a été fabriquée par Franz-Olivier Gisbert. Ah bon? Mais il adore ce langage de corps de garde. Pourquoi vous aviez dit baiser à la place de niquer? Non, niquer, c'était pas d'époque en plus. Alors pour les Sarkozy, vous avez quoi faire? Rajouter du tabasco, j'imagine. Non, mais un peu d'humour, ça peut servir en politique. Mais c'est marrant, parce que vous êtes capable de dire des trucs comme ça et de déclarer, et c'est un vieux pays, la France, d'un vieux continent comme le mien, l'Europe, qui vous le dit aujourd'hui. Vous savez, je suis issu d'une famille de militaires, où on a l'habitude de faire des choses difficiles, se lever tôt le matin et parfois partir au combat. Mais il faut le faire avec de l'enthousiasme, le cœur au ventre. Et des fois avec un langage de soudard. Et commander, ça implique de trouver les mots qui mobilisent. Alors c'est marrant, parce que vos inspirations, c'est aussi bien Chateaubriand que Bigard, quoi. Non, non, ça, non. Non. Plutôt Chateaubriand. Non, oui, non. Flaubert, qui savait parler vrai, Maupassant, qui savait parler vrai, et avec quelques crudités. Alors, marrant aussi, c'est le dîner que vous avez fait avec Lady Gaga. Vous êtes sûr que c'est bien Lady Gaga? C'était pas Nadine Morano avec des lunettes de ski, non? C'est incroyable. Alors, ça s'est passé comment, ce dîner avec Lady Gaga, alors? Non, c'est une blague. Ah bon? Vous savez, les hommes politiques, il peut leur arriver de blaguer. Ah ouais. Non, parce que je me disais quand même, qu'est-ce que Lady Gaga pense de la dette, quoi? Non, mais quand vous avez un dîner en tête-à-tête, c'est pas pour révéler le nom de la personne. Moi, je ne souhaite pas embarrasser les jeunes femmes sympathiques ou d'autres. Elle prend un steak tartare, elle se fait une robe avec. Je sais, c'est ce que j'ai dit, d'ailleurs. Elle est incroyable. Non, mais c'est ce que j'ai dit. On a les mêmes connaissances. Ah oui, d'accord. Alors, imaginez que vous soyez élu. Est-ce que vous organisez... Non, moi, j'imagine pas. Je suis quelqu'un de pragmatique et je n'imagine que des choses qui sont réalistes. Vous êtes élu. Voilà. Est-ce que vous organisez une grande soirée poésie, place de la Concorde? Vous qui êtes un poète. Avec qui? Avec Mireille Mathieu. Est-ce que vous rendez hommage à Jean-Louis David? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce que vous légalisez la marijuana? Certainement pas. Non, je suis contre
Non, je suis contre la pénalisation, Oui. mais je suis pour le maintien Oui. d'une sanction, D'accord. parce que je crois qu'il faut fixer des règles dans une société. Ceci dit, une pénalisation qui n'est pas appliquée réellement, Oui. eh bien, c'est un peu une épée de Damoclès C'est un qui peu ne le tombe cas jamais. actuellement, d'ailleurs. Voilà, donc je crois qu'il faut une sanction, Oui. et il faut surtout être capable de lutter contre l'usage de substances illicites, Monsieur Ardisson, qui troublent une partie de notre jeunesse, pour parler Bien comme, entendu. Comme votre notre père. ami Bigard. Est-ce que vous faites prêter un yacht par un ami? Ça a déjà été fait. Voilà. J'aime pas faire ce que les autres ont fait. D'accord. vous savez, moi. On couche jamais deux fois dans le même lit. Nous sommes toujours en compagnie de Dominique de Villepin. Et nous accueillons Edwy Plenel et Yvan Le Bolloc. Alors, Edwy Plenel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ici ce soir pour nous parler du drame qui vous touche actuellement. En tant que citoyen, vous rêvez de voir Nicolas Sarkozy quitter le pouvoir en mai prochain, mais en tant que patron du site d'investigation Mediapart, vous rêvez qu'il soit réélu pour avoir encore 5 ans d'affaires à révéler. On fera pareil sous toutes les présidences. Il y aura peut-être moins de Dominique de Villepin le sait bien, il Ouais. m'a vu travailler sous Jacques Chirac. Oui. Ah, parce que vous avez bien conscience que si Hollande gagne, votre site risque de devenir chiant et pas survivre quand même. Ah, pas sûr. Parce que qu'est-ce qu'il y a comme révélation à faire sur Hollande, à part qu'il a repris des frites à la cantine du PS? Mais moi, nous ne faisons pas des révélations sur les personnes. Oui, sur les affaires. Ça, oui. Takedine, Ouais. Karachi, Ah, vous en avez sorti. Bettencourt, Ouais. Tapi. Et là, vous avez Squarcini, là. Ah, ben là, on a les nouvelles preuves sur la façon dont l'Élysée a ordonné l'espionnage policier de Mediapart. Ah. Mais j'ai connu ça sous Mitterrand. Oui, oui. Preuve de notre Oui, indépendance. c'est vrai. Alors, vous avez fondé, vous dirigez le site Mediapart, qui marche très bien. 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, 500 000 euros de bénéfices. Alors, il y a 3 raisons. D'abord, vous avez fait le pari de l'investigation. Ensuite, le pari du payant, ce qui n'était pas évident. Et puis, Sarko, quand même. C'est vrai que c'est une mine pour vous, quand même. Vous oubliez la quatrième, la principale. Les lecteurs, le public. Oui. Mediapart, il n'y a pas de publicité. Tout vient de l'abonnement du public. Sans la confiance du public, on n'existerait pas. On n'a pas fait Mediapart pour s'enrichir, nous les fondateurs, pour faire un journal indépendant qui appartiendra à ceux qui le font et à ceux qui le lisent. Enfin, Edwy, il y a tellement d'affaires avec Sarkozy que ça vous aide. Vous devriez lui reverser des rétrocommissions. Je vous aurais dit, j'ai fait la même chose sous Ouais. les autres présidents. À chaque fois, les contextes sont différents. Simplement, celui-là est pire. Celui-là, il y a un seul mot qui le résume. Et il n'y avait pas besoin d'attendre Standard et Poor's. Dégradation. Ouais. C'est le président de la dégradation démocratique, sociale, morale. Alors, il nous faut de l'air. Moi, je ne fais campagne pour aucun candidat. Je veux simplement qu'il y ait de l'air. Il faut l'alternance. Il faut tourner cette page. Alors, vous publiez chez Don Quichotte, Finissons-en, Faits et gestes de la présidence Sarkozy, volume 2. Alors, ce sont des textes de la rédaction de Mediapart sur un certain nombre de grands thèmes qui ont été traités par votre site. L'obsession identitaire, l'identité nationale et le racisme d'État, la dérive sécuritaire, Grenoble, la sémantique du FN, les couacs, la grippe A, le bouclier fiscal et les affaires. Wörth, Bettencourt, Balladur 95, Tapi Lagarde, Takedine, Jury et maintenant Squarcini. Donc c'est vrai que là vous êtes à 2 volumes. Oui, mais c'est un manuel civique. Au-delà de la présidentielle, au-delà du choix des candidats, il y a un système qui a failli. C'est le sous-titre de ce livre, la faillite d'un système. Vous devriez l'offrir à Dominique de Villepin. Mais je pense qu'il l'a Je suis déjà sûr qu'il acheté. Il va adorer Dominique. Mais j'ai un message personnel pour Dominique de Villepin. Bah allez-y. Il a dit dans un discours qu'il ne fallait pas ajouter la querelle des égaux. J'appelle Dominique de Villepin à ne pas se présenter à l'élection présidentielle. Pourquoi? Eh bien, à dire, moi, Dominique de Villepin, qui suis un gaulliste, eh bien, je pense que l'alternance est nécessaire. Je pense qu'il y a besoin d'air. Vous allez avoir Pourquoi du je mal, vous là. dis ça? Pourquoi je vous dis ça? La famille politique dont Dominique de Villepin est un peu l'enfant terrible, elle est à l'Élysée depuis combien de temps? 17 ans. Il faut tourner cette page. Quand vous dites que vous soutenez personne et que vous recommandez l'alternance, L'alternance, pas l'alternance. Je vais vous dire, non, nous, notre souhait, l'alternance, elle est nécessaire et pas suffisante. Ce que nous souhaitons, c'est une alternative, c'est une dynamique. Il faut arrêter de dire « je ». François Hollande dit beaucoup trop de « je » actuellement. Il faut dire « nous ». il a du mal à dire non, Nous. parce que comme ils ne sont pas d'accord entre eux. Moi, justement, la dynamique, c'est nous qui devons la retrouver.
c'est cette idée d'une réappropriation collective de la démocratie. Très C'est bien. ça qu'il faut Ah, réinventer. maintenant, laissez répondre Dominique. Ah, mais volontiers. Vous lui dites, difficile, vous lui dites de ne pas se présenter, difficile. mais quand même, là, il va vous répondre, Mais Dominique. une fois n'est pas coutume, Édouard Ouais. Plenel cède un peu à la facilité. C'est pas d'alternance dont nous avons besoin, Édouard Plenel, c'est de hauteur. Moi, j'en ai marre de zapper à la télé et de voir les mêmes têtes. J'ai envie d'un nouveau film et d'un nouveau casting. Et je crois que la seule façon d'avoir un nouveau casting, c'est de sortir de ces querelles partisanes et enfin de recommencer la France. Voilà. La France n'a pas à s'enfermer dans des mains usées et salies, celle-là même que vous avez citée. Voilà, Edoui, Et on moi- est le 18 juin 1940 aujourd'hui. Ouais, mais moi, j'en ai marre de la querelle des égaux, expression que vous avez employée dans un Oui, discours. bien sûr, bien sûr. J'en ai marre d'une élection présidentielle où on me dit que en votant pour une personne, je vais m'en sortir. Mais il ne faut Et- pas voter pour une personne, il faut voter pour l'esprit d'une fonction. Donc il faut prendre la moustache, la friser et la mettre vers le haut. Un peu de hauteur, Bon, donc- Édouard Plenel. Oui, mais vive la Bien, moustache. Edwy Plenel, prix Francis Cabrel 2012, je crois que on peut le dire aussi. Alors, Edwy, pour finir, dites-nous quand même 3 trucs bien qu'a fait Sarkozy. 3 trucs bien. Un truc bien, disons. Allez. Ah, le seul truc bien, Ah. c'est de nous faire la pédagogie de la page qu'il faut tourner. Oui. Grâce à lui, on a compris comment ce présidentialisme français Ouais. est une pathologie. Il est au régime présidentiel ce que l'absolutisme est à la monarchie ou ce que l'intégrisme est à la religion. Edwy, je vous disais un truc bien. Mais ce truc, c'est un truc bien de prendre conscience des choses. Le bourdon, la dépression, elle est en haut. Ce président, cette présidence nous fout la Il n'y a rien à déprime. faire. Il faut en sortir. Ah Mais ouais. bien sûr. Non, un truc, Edwy. Il a bien fait un truc bien, Sarkozy, quand même. Mais sincèrement, trouvez-le-moi. Mais moi, je ne le trouve pas. Dominique, alors, je vous demande à vous. Il y a quand même un ou deux trucs bien. Edoui, il faut être honnête. Ah, bah vous êtes bien de Exemple, cette alors, famille exemple. politique. Alors, la réforme des universités, Oui. Ah, ça va dans la bonne demandez direction. aux mais universités. je ne dis Ah, pas, Edoui, je c'est ne dis lui pas qui qu'on a parle, réglé oui. les problèmes des universités. Ça va dans la bonne direction. Le crédit impôt recherche, Oui. il faut certes l'amender, mais ça va Voilà. dans la bonne direction. pas- Le sommet c'est ceci. social, C'est ceci. le sommet social après plus de 4 ans, où l'emploi n'a pas été au cœur de la bataille, il y a quelques mérites, Ça, vous à savez- quelques encablures de la côte. Vous savez Non, bien, se dire, vous savez bien on va qu'il faire est- quelque chose pour vous savez bien l'emploi. qu'il est Vous trop près de la Alors, côte, là, si, Sarkozy. si je peux être direct comme cette émission le permet. Non, ça c'est très, c'est légèrement faux cul pour le moins. Tout ce qui est fait là pour Ok, bricoler j'ai et compris. tout. Vous trouverez rien de positif, Mais- j'ai compris. mais sincèrement- Yvan, est-ce qu'il y a un truc que Sarkozy a fait de bien? Je sais pas, épouser Carla Bruni, qui était toute seule. Non, mais je dirais que le fait que Muammar prenne quelques vacances, ça, c'était quand même positif. Voilà un truc. Bon, il y a aussi la Légion d'honneur à Daniela Lombroso. Il y avait quelque chose avec le Grenelle de l'environnement qui a été sabordé. Mais sinon, c'est vrai qu'il y a eu tous les mois une occasion ou une volonté pour nous, enfin pour moi en tout cas, défenseurs de la démocratie et d'opprimer, une occasion de prendre une pioche et de péter quelque chose, parce que c'est quand même pas possible. Mais c'est quand même pas possible. Ouais. Le discours de Grenoble, le discours Ah, sur vous les qui êtes ami gitans, avec les mais gitans, non, c'est mais sûr. non, mais Pour vous, enfin, c'est très mais non, mauvais, bien sûr. vouloir filer l'EHPAD à son fils, enfin les ficelles étaient trop D'accord. grosses. Dès que je demande ce qu'il a fait de Franchement. bien, c'est un tombereau de Non, trucs. mais je vous ai mal. dit, D'accord, ok. voilà, 2-3 trucs. D'accord, ok. Bon, c'est bon. Mais pourquoi vous voulez faire la balance comme ça? Pas la Il y a un balance, président- j'essaye de trouver des trucs bien dans le- parce que dans le vous pensez quinquennat. qu'on juge une personne. Il occupe un fauteuil qui nous appartient. C'est pas le sien. Il est épouvantable. Bon, Nicolas, tu nous regardes. Alors, Yvan Le Bolocre, bonsoir. Bonsoir. Alors, Yvan, vous avez 50 ans depuis le 20 décembre dernier, Yvan. Tout juste. 50 ans. Top 50, 50 ans. Ouais, Eh. Eh oui. Alors, Yvan, il y a 5 ans, vous nous annonciez que si Nicolas Sarkozy était élu, vous quitteriez le pays. Vous regrettez d'être resté? Non, parce que j'ai fait plein de choses, moi, Ouais. en tant que citoyen. Par exemple, prendre la défense des gens du voyage, faire des tournées avec eux, les amener en Bretagne, leur tendre la main, ce qu'on devrait Ouais. tous faire. Alors, j'avais préparé une vanne pour vous qui était... Pour vous, il est difficile de voyager, vu que vos chemises sont interdites dans la plupart des pays. Sauf que vous venez avec Une fois, je viens en Starco. Vous venez en Starco, là, ça me nique ma vanne. Alors, en 2007, c'était Ségolène, là, c'est carrément Mélenchon. Vous lui avez offert un caban breton Ouais. pour lui porter chance. Ouais, et pour aller serrer des louches sur les marchés. Bah voilà. Voilà. Et puis, bien. si jamais il fait
6 ou 7% au premier tour, eh ben, il pourrait toujours aller lire l'UMA sur un caillou à Guernesey, il aura moins froid. À Guernesey, oui. Alors, vous êtes la 3e personnalité préférée des Bretons, hein, c'est pas rien. C'est vrai qu'en Bretagne, ils ont 8722 façons de dire il pleut. Imaginez la Bretagne avec le climat de la Côte d'Azur et on aurait la Grande Motte à Perros-Guirec. Et franchement, ça serait dommage pour la Côte de Granit Rose. D'accord. Donc, Yvan, à partir du 24 janvier, vous serez à l'affiche de Calamity Jane au Théâtre de Paris, mise en scène d'Alain Sachs et dans le rôle titre, Clémentine Sélarié. Le pitch, c'est quoi? La vraie histoire de Calamity Jane, en fait. C'est le parcours incroyable de cette femme qui est vu par un auteur contemporain qui s'appelle Monsieur Fenwick. Qui a fait Les Palmes de Monsieur Schultz. Exact. Excellente pièce aussi. Et Calamity Jane, c'est la seule personne qui, de son vivant, est devenue un mythe. Et tout ça, évidemment, avec, on va dire, 100 ou 150 ans d'avance, puisqu'elle était déjà suffragette sans le savoir. Ouais. C'est une femme qui a travaillé en tant qu'éclaireur pour Custer, par exemple, qui s'habillait en homme, qui arrivait aux entretiens d'embauche et qui prenait une voix comme ça, qui crachait, qui avait un pantalon avec des franges, des pétards, etc., qui tirait super bien, qui se torgnolait de temps en temps aussi. Voilà, c'est l'histoire incroyable de cette femme qui a voulu garder son indépendance jusqu'au bout en choisissant ses hommes, dont le fameux Wild Billy Cock que j'interprète à ses côtés, qui était une fine gâchette qui travaillait donc avec son Colt. Et ce qui me donne l'occasion de sortir cette vanne superbe. À l'époque, on disait « Dieu a créé les hommes et le colonel Colt les a rendus égaux ». Bon, on va aller voir ça. Donc, c'est au Théâtre de Paris. Yvan Lebelotte, Clémentine Sélarié, mise en scène d'Alain Sachs. On passe maintenant à l'actualité de la semaine avec l'édito de Blacko. Et c'est le banquier et spécialiste des marchés financiers Marc Fiorentino que nous retrouverons sur ce plateau après le magnéto. Le couple franco-allemand, c'est du passé. Fini le bon vieux temps comme en octobre dernier où Nicolas et Angela riaient quand on évoquait l'Italie de Berlusconi. Maintenant que la France a perdu son triple A, le seul pays qui inspire vraiment confiance en Europe, c'est l'Allemagne. La décision de Standard & Poor's confirme qu'en Europe, nous avons encore un long chemin à parcourir avant que les investisseurs reprennent confiance. Ça prouve surtout que quel que soit le président élu en France en 2012, ça n'y changera rien. Les marchés, eux, votent pour l'Allemagne. Les Allemands inspirent tellement confiance qu'aujourd'hui, il faut payer pour leur prêter de l'argent. Début janvier, l'Allemagne a emprunté à un taux négatif de 0,0122%. En clair, investir en Allemagne, ça se paye comme louer un coffre-fort. Et pourquoi pas? Au début, Sarko ne jurait que par les Américains, mais avec la crise, il a décidé de s'aligner sur Berlin. Il faut travailler main dans la main avec les Allemands. Quelle bonne idée! Pour faire comme en Allemagne, on pourrait supprimer le SMIC. S'il vous plaît, bonjour. Vous auriez une petite pièce pour me dépanner? Comme ça, on serait plus compétitif et ça préserverait l'emploi en France. Sauf que pour son premier plan de rigueur à l'allemande, le gouvernement se demandait simplement s'il fallait taxer les manèges ou les jus de fruits. Pas étonnant que les Allemands nous mettent désormais dans le même sac que l'Italie ou l'Espagne, ces pays du Club Med comme ils disent. Mais après tout, pourquoi se vexer? Le tourisme en Égypte et au Maghreb, c'est plus ce que c'était. La France a donc sa carte à jouer pour attirer les vieux Allemands pleins de thunes. Si on ajoute les milliardaires chinois, la mafia russe, tous les financiers de la place de Londres et même les émirs du Golfe, ça en fait un paquet de touristes qui vont venir faire tourner l'économie française. Et en plus, on a de la chance. Le monument le plus visité d'Europe est situé en France. Et bah oui, Disneyland Paris. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Graff. Marc Fiorentino, bonsoir. Alors, vous êtes banquier d'affaires, spécialiste des marchés financiers, et on peut vous voir régulièrement intervenir sur Canal dans la nouvelle édition, donc à midi, chez mon ami Ali Badou. Merci d'être là. Alors, la France a perdu son triple A, c'est devenu un pays standard et pauvre. Mais entre nous, on se demande pourquoi tout le monde veut être président de la République, parce qu'il suffirait d'être président de Moody's ou de Standard & Poor's pour avoir beaucoup plus de pouvoir, finalement, non? Vous croyez pas, Dominique? Le pouvoir de noter, c'est pas forcément le pouvoir de choisir, de décider, de guider un pays. C'est eux qui décident, quand même. Non, ils notent. Ouais. C'est un peu différent. Enfin, ça implique des décisions. Ça implique des décisions pour nous. Ouais. Pour eux, c'est plus facile. Ouais. Alors, juste pour savoir, ça change vraiment quelque chose, cette note, parce que nous, on nous a expliqué qu'il fallait absolument la garder.
Et maintenant, on nous dit que c'est pas grave. Alors, c'est quoi la réponse? La réponse, c'est que cette note, on l'a perdue depuis longtemps. C'est-à-dire Ouais. que sur les marchés financiers, le triple A de la France, il n'existe plus depuis 6 mois ou 1 an. L'erreur magistrale qui a été faite, incompréhensible, ça a été de dramatiser le triple A, c'est-à-dire d'en faire une sorte de combat national, alors qu'au moment où la campagne pour la défense du triple A a été lancée, nous, sur les marchés financiers, on savait déjà qu'il était perdu. C'est-à-dire que c'était la ligne Maginot, c'était fini. La France emprunte à 3%, l'Allemagne emprunte à 1,80%. C'est pas énorme comme différence, mais ça veut dire qu'il y en a un qui a 20 sur 20 et l'autre ne peut pas avoir 20 sur 20. Et avec le taux de chômage qu'on a, alors que les Allemands ont un taux de chômage qui est au plus bas depuis 20 ans, on ne peut pas avoir la même notation. Donc c'était déjà un combat perdu d'avance. C'est illustration de comment cette mauvaise présidence fout la déprime au pays. Le Trésor national a un auteur, il s'appelle Alain Minc, la boussole qui indique toujours le sud. C'est lui qui a dit le Trésor national, on doit le garder. Alors, on est dans cette imposture-là. Je rappelle qu'il y a 40 ans, les agences de notation ne notaient pas les pays. C'est avec l'ultra-financiarisation et toute cette offensive néolibérale que cette finance a pris ce pouvoir pour dire sur la souveraineté des pays, j'ai le droit de les noter. Et c'est avec ça qu'il faut en finir. Dominique, vous êtes président de la République, faites quoi avec les agences de notation? Je crois que ça ne sert à rien de tirer sur le péniste, il faut surtout changer de politique. En 2007, M. Fillon dit « Je suis à la tête d'un État en faillite ». En 2007, il n'y avait pas de Il l'a crise dit en économique et Corse, financière. en Corse, il l'a dit. Et pendant l'année 2007, c'est-à-dire avant la crise, il augmente de 5% la dette de notre pays. C'est-à-dire qu'il lâche les cordons de la bourse. L'erreur stratégique du quinquennat, elle est là, avec la loi TEPA, qui littéralement est à contretemps par rapport à la réalité économique de notre pays. Et on n'a jamais corrigé le cap. Vous n'avez pas l'air d'accord, Marc? Non, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que c'est en fait un modèle français. On compare aujourd'hui au modèle allemand. Il y a une divergence de modèle. Il ne date pas de 4 ans. Il date de 30 ans. En 2007, nous n'étions pas, par rapport à l'Allemagne, dans la situation d'aujourd'hui. Nous avions un taux de chômage inférieur à l'Allemagne et la dette française était de 4 points inférieur à celui de l'Allemagne. On est dans une divergence de modèle. Je pense que ce n'est pas simplement financier. On a d'un côté un consensus social. On a un modèle de consensus social à l'allemande qu'on connaît, qu'on décrit tous les jours. On est, nous, dans un mode d'affrontement. Même les discours qu'on entend ici sont des discours d'affrontement. En Allemagne, on peut avoir un affrontement, mais la volonté est de faire avancer le pays. Le rôle des syndicats en France et le rôle des syndicats en Allemagne est extrêmement différent. Aujourd'hui, les Allemands ont accepté, dans leur intégralité, il y a 20 ans, quand on a eu la réunification de l'Allemagne, ils ont accepté des sacrifices. Bien sûr. On a eu dans des entreprises l'acceptation du chômage partiel avec un gel des salaires dans l'espoir, et cet espoir aujourd'hui il arrive, de voir son salaire augmenter quand les choses iront bien. C'est la différence entre un Volkswagen, un Peugeot et un Renault. Voilà. Ça fait depuis 20 piges que j'entends dire, les gars, il va falloir faire des sacrifices. Et c'est toujours vers les mêmes qu'on se tourne. Et j'en peux plus. Les gens n'en peuvent plus. Il ne faut pas déconner. Mais non, mais prends le métro, tu vas dans les manifestations, vous allez voir. Non, mais je prends le métro. Les gens, ils en ont assez. Mais ils en ont assez. Non. Le discours, le discours des magots du métro et des banlieues. Allez aujourd'hui en Grèce. Allez en Espagne et allez voir ce que c'est qu'un sacrifice. Un sacrifice, c'est ce qui se passe aujourd'hui en Grèce. On n'est pas aujourd'hui dans la situation de la Grèce. Vous ne regardez pas la réalité. Plus de la moitié des salariés de ce pays gagnent moins de 1 500 € par mois. C'est ça la réalité. Comment a été creusé ce trou? Pas par les Français, par une politique qui a donné à ceux qui ont déjà trop. Le bouclier fiscal. Mais non, ce n'est pas réducteur. C'est la réalité. Il faut faire éclater, pardonnez-moi, mais je vous pardonne d'entrée. cette bulle oligarchique où un petit monde s'entend et impose aux Grecs, parce que les Grecs, on les a empêchés de voter. Et on a mis des technocrates comme en Italie. Et les technocrates vont décider pour nous. Ben non. Est-ce qu'en Allemagne, quand Schröder a demandé aux Allemands de se serrer la ceinture, et c'est vrai qu'en Allemagne, le SMIC n'existe plus, c'est compliqué, est-ce que les riches ont payé aussi? Je pense que l'idée d'opposer en permanence les riches, les pauvres, cette dialectique-là, je pense que c'est déjà un problème pour le pays. C'est marxiste, vous trouvez ça marxiste? Les syndicats en Allemagne n'ont pas ce discours de lutte des classes. On est encore dans la lutte des classes. Et on n'y arrivera pas. C'est-à-dire qu'on ne sortira pas. Je suis désolé. Je pense que c'est votre discours qui fait qu'on ne sortira pas de la crise. Non, mais en Allemagne, la cogestion permet dans l'entreprise d'associer tout le monde, et y compris les travailleurs, à la décision dans l'entreprise. De la même façon, en France, la politique, elle est faite par un parti et par le dirigeant du parti qui occupe le palais de l'Élysée. Si on est capable
de sortir de ces querelles, soit les querelles d'intérêt au sein de l'entreprise, soit les querelles partisanes dans le cadre de la politique, on redécouvrira ce qui manque fondamentalement au modèle français, c'est l'intérêt général. Dans une entreprise en difficulté en France, on a un mouvement syndical qui généralement va malheureusement, par esprit d'opposition, amplifier le problème. C'est vrai sur Cifrance, par exemple, mais c'est pas vrai sur les Conti. C'est vrai sur Air France. Mais les Conti, par exemple, ils ont essayé de jouer le jeu. Les filles de Le Jabi, elles ont essayé de jouer le jeu. Et ces gens-là, on leur demande des sacrifices, à la fin, on les vire comme des Il y a merdes. une réalité que vous ne voulez pas regarder, qui est un chiffre tout simple. L'échelle des différences de revenus dans notre pays dans les années 70 était de 1 à 20. Elle a explosé, c'est de 1 à 300 aujourd'hui. Et avec une petite minorité qui s'approprie la richesse collective. Personne ne dit que ça, c'est normal. Mais personne ne dit que ça, c'est normal. Mais ça vient de cet univers. Quand vous dites depuis 30 ans, on n'a pas bougé. Eh bien, depuis 30 ans, nous qui donnons ce discours, nous sommes sur la défensive, nous sommes les vaincus, nous. C'est vous qui avez gagné depuis 30 ans. Et c'est vous qui nous avez mis dans cette situation. Vous, ce monde de la finance. Oui, vous, ce monde qui a spéculé. Oui, qui a créé des bulles, qui a détruit la valeur. Tu veux qu'on... Oui. Tu veux qu'on lui coupe le cou tout de suite là. Si ça, c'est pas de la démagogie, alors je n'y connais pas. Si ça, c'est pas de la démagogie. Je vous ai une question. Il y a un autre truc qui n'est pas clair pour moi. Le gouvernement, pour faire plaisir aux agences de notation, fait une politique d'austérité, pour faire plaisir à C'est pas Standard & pour Poor's, faire etc. plaisir aux agences de Et notation. ensuite, ces gens-là nous dégradent en disant, vu la politique d'austérité, il va y avoir de la récession. Donc on vous dégrade. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire une politique de réduction des dépenses publiques. Simplement, il faut donner aussi une vision en termes de croissance et en termes d'avenir. C'est-à-dire que si on n'a pas de projet, si on n'a pas de projet pour l'emploi des jeunes, si on n'a pas de projet de vision économique, quel est le modèle de la France dans 10 ans, dans 20 ans ? Il n'y en a plus. Donc les agences de notation disent un programme d'austérité sans vision, voire une agitation qu'on sent bien aujourd'hui, une sorte d'agitation permanente, c'est nuisible. Alors, est-ce que la France n'est pas condamnée finalement à devenir ce que Michel Houellebecq prédisait dans son dernier livre, La carte et le territoire, c'est-à-dire une espèce de musée comme ça, de musée géant ? La France a une richesse extraordinaire qui, contrairement à ce qu'on dit, est quand même assez bien répartie, c'est son patrimoine. Aujourd'hui, ce qui sauve la France, qui fait que la France n'est pas la Grèce, n'est pas l'Espagne, n'est pas l'Italie, c'est le patrimoine des ménages français. La dette française, c'est 1700 milliards d'euros. Il y a 200 milliards d'euros en livret A, 1500 milliards d'euros en assurance vie. Donc, juste avec les livrets A et l'assurance vie, on a le total de la dette française. Et juste pour terminer, l'ensemble du patrimoine des ménages français, c'est 10 000 milliards d'euros, dont 60% dans l'immobilier. Je voudrais juste vous rappeler que 2 tiers des Français sont propriétaires de leur résidence principale. On est dans un pays, il ne faut pas donner une image d'un pays, il y a un pays dans lequel... Alors, qu'est-ce qu'on fait pour relancer la consommation ? On fait quoi ? C'est quoi le projet ? Alors voilà. Vas-y, donne-moi un petit tuyau. Non, mais je ne vais pas donner des tuyaux. Papa malade, maman malade. Allez, vas-y, donne-moi l'argent. Donne-moi l'argent. Non, mais comment on fait ? C'est-à-dire quoi ? On augmente le SMIC et les gens vont consommer parce que les classes populaires, ils consomment. Et ils sont obligés de consommer parce que pour manger, pour payer leur loyer, ça, c'est très etc. sympa, Ils dépensent tout. Alors que les gros revenus, ils capitalisent, sont assis sur leur tas d'or une fois qu'ils ont 8 piscines. Après, qu'est-ce qu'ils font ? Et l'argent, il ne sert pas, il ne tourne pas. Alors, Marc. Non, mais moi, je reprends un modèle. Je suis désolé de reparler du modèle allemand, c'est le seul que j'ai vu fonctionner. Le modèle allemand, c'est bien évidemment, la première étape, c'est de ne pas relancer la consommation. La relance par la consommation, ça ne marche pas. Pourquoi ? Ça ne marche pas parce qu'aujourd'hui, on consomme, on va acheter des produits étrangers, on fait des importations, on a un déficit commercial qui est massif. La consommation, c'est de l'importation. Les Allemands disent, d'abord, on relance l'investissement, on relance les exportations et ensuite la consommation viendra. Ils ont attendu 20 ans pour la consommation et aujourd'hui la consommation démarre. Et vous avez raison, on attend depuis longtemps en France parce qu'on a fait des erreurs en matière d'investissement. Aujourd'hui, la solution, les seules entreprises qui peuvent créer de l'emploi, ce sont les PME. Ce sont les artisans. La relance ne peut venir, je suis désolé, ne viendra pas d'un chèque qu'on va faire de 2 000 € à tout le monde. Bien. Si vous étiez président de la République, est-ce que vous arriveriez à imposer finalement l'austérité à la Schröder ?
à condition d'avoir une vision. L'austérité à tout prix, c'est étouffer l'économie française et c'est n'offrir aucune perspective à nos compatriotes. Donc oui, il faut plus de rigueur. On a fait 2 plans de rigueur absolument ridicules. Le gouvernement savait, en les faisant, qu'il ne donnerait pas les résultats espérés, mais il s'agissait de tenir à peu près jusqu'à l'élection présidentielle. Au lendemain de l'élection présidentielle, il faudra un nouveau et grand plan de rigueur. Moi, je préférerais, Dominique de Villepin, un plan de partage. Il faut repartager la richesse, repartager l'effort. La rigueur, c'est ce que disait Yvan tout à l'heure, tout le monde comprendra. C'est les mêmes qui vont trinquer. C'est pour cela que je propose qu'un tiers de l'effort soit fait par les catégories les plus aisées, un tiers par les grandes entreprises et les banques, et un tiers par le reste de la communauté nationale. Je crois que chacun doit participer. Bien. Alors, est-ce que la TVA sociale peut nous sortir de Elle la... n'est pas sociale. Elle est patronale. Oui, voilà. Elle n'est pas sociale, cette TVA. Non, je pense que le timing de l'annonce de cette mesure est juste dramatique. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout le moment. De la même façon, faire un sommet social à quelques semaines des élections, quelques mois, ça fait partie de cette ambiance d'agitation qui est anxiogène. Oui, comme la taxe Tobin, qui est une comme la bonne taxe idée. Tobin, qui est une aberration si on la fait seule. Ça, c'est sûr. Seule. Si on la fait même au niveau de la zone euro, elle sert à rien parce que tout le monde s'organisera et c'est déjà organisé pour être à Londres, à New York ou en Asie. Donc c'est déjà inutile. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est l'agitation est anxiogène et à partir du moment où on est dans une ambiance anxiogène, la consommation s'arrête. Si l'État était fiable, il y aurait de la confiance. S'il y avait de la confiance, il y aurait moins d'épargne et il y aurait plus de consommation. Moi, ce qui me tue en ce moment à la télé, c'est de voir les employés de Le Jabi. Ça me bouleverse de voir ces femmes, finalement, qui ont travaillé 32 ans pour des salaires de misère, en faisant tous les jours les mêmes gestes. Et puis un jour, on leur dit, c'est fini, ça part en Tunisie. Et vous, dehors. Et on est au cœur du sujet qui est lié à la campagne présidentielle. Poids du monde ouvrier dans la classe politique, 1%. Poids de la visibilité médiatique du monde ouvrier, 2%. 25% des salariés sont ouvriers, 25% sont employés. La moitié du salariat, la classe ouvrière, elle existe. Ce monde-là existe. Il faut que la politique de ce pays soit faite au nom des intérêts sociaux majoritaires et pas au nom de 2% de la population. Bien. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Nous sommes toujours en compagnie de Dominique de Villepin, Edwy Plenel, Yvan Le Bolloc. Et nous accueillons notre invité du samedi 20h ce soir, Muriel Parseguian. Bonsoir. Bonsoir. Alors Muriel, vous faites partie de ces femmes ayant développé un cancer après la pose de prothèses mammaires PIP. Et même si pour le moment le lien entre ces implants et le cancer n'a pas été prouvé, les autorités sanitaires ont appelé toutes les femmes à se faire retirer les prothèses PIP. Oui. C'est pas très rassurant. Non, pas du tout. Vous nous raconterez votre histoire à 20h. En attendant, j'accueille Stéphane Guillon. Bonsoir Stéphane. À vous Stéphane pour Guillon 2012. Et avant de démarrer cette revue de presse, je voudrais saluer cette belle idée de Thierry Ardisson. En hommage aux victimes du Costa Concordia, Thierry a invité sur ce plateau le capitaine Stubbing de la croisière s'amuse. Capitaine, bonjour et bienvenue à bord. Le capitaine Stubbing rêve de réamarrer le paquebot France, lui redonner son éclat d'antan, prendre le large et une fois arrivé en pleine mer, jeter par-dessus bord le 2e classe Nicolas Sarkozy, dégradé cette semaine pour gestion calamiteuse et déficit abyssaux. Capitaine, bon courage. Je rappelle que le petit mousse Nicolas Sarkozy avait juré de vous pendre à un croc de boucher. Le capitaine Stubbing n'oublie jamais. Le groupe Costa Croisière a décidé de retirer toutes ses campagnes de pub. C'est dommage, c'est dommage. Le slogan était super. Quand vous avez goûté à une croisière Costa, c'est difficile de revenir à la vie de tous les jours. Oui, pour 35 passagers, c'est même difficile de revenir à la vie tout court.
Costa qui, en tout cas, tient ses promesses. Le groupe proposait le paradis sur mer. Pour certains, ce sera le paradis terrestre. D'après son entourage, François Hollande bouge trop. Dès qu'il s'exprime, il a la bougeotte. Il faut qu'il fasse gaffe, Hollande. Hein. Ça commence par les épaules. Après, c'est la tête, le cou. Puis après, on commence par bouffer les mots, avaler des syllabes. Puis un jour, on se met à refuser à répondre à des journalistes. Je comprends pas la question. Bah, posez-moi une question que je comprenne et j'y répondrai. Jean-Luc Mélenchon est dans Gala cette semaine. Le leader du Front de gauche se confie. Jean-Luc aimerait perdre 1,5 kg et écrire un roman d'amour. La semaine prochaine, Gala nous apprendra que Che Guevara aimait se faire épiler le maillot et prendre des bains de pétales de rose. Dans Gala, découvrez Jean-Luc Mélenchon, le premier révolutionnaire fleur bleue et métrosexuel. Capitaine Stubbing, un commentaire? Il n'y a pas grand-chose à dire, c'est parfaitement dit. Merci. Carla Bruni a visité l'hôpital de Garches. Les enfants tétraplégiques ont eu le droit à un discours de la première dame suivi d'un concert de violoncelle. Pauvre gosse. T'es bloqué dans un fauteuil, tu peux pas bouger, pas te défendre, et on te colle du Carla Bruni, du violoncelle. Du gazole frelaté servi dans le sud de la France. Bah oui. Depuis qu'ils peuvent plus le mettre dans les prothèses PIP, il faut bien qu'ils le fourrent quelque part. Alain Joyandet déclare vouloir être un acteur de la réhabilitation du bilan de Sarkozy. En 2010, Joyandet, secrétaire d'État à la francophonie, avait loué un jet privé pour se rendre en Martinique. Coût pour le contribuable, 116 500 €. Avant de vouloir réhabiliter Sarko, Joyandet devrait se réhabiliter lui-même. Capitaine Stubbing, un commentaire? C'est parfaitement dit, mon cher Guillaume. Plus fort que le professeur Lantieri, qui était notre invité la semaine dernière, Paris Match a réussi une greffe totale de corps. Le corps d'une fille de 20 ans a été greffé à l'actrice Ariel Dombal. Merveilleux, merveilleux travail, on ne voit aucune couture. Un espoir pour toutes les femmes de 60 ans et plus. Angela Merkel, par exemple, pourrait bénéficier de la greffe Paris Match. 9 personnes ont été blessées lors d'un concert de David Guetta après l'effondrement d'une estrade. Ça, c'est les boules, hein, c'est les boules. T'es à l'hôpital, blessé, intubé, et quand tes proches viennent te voir, faut leur dire la vérité. Bah, t'étais où? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Bah, j'étais à un concert de David Guetta. En Haïti, le chauffeur d'un camion-ben tue 29 personnes et prend la fuite. Si Costa Croisière cherche un nouveau capitaine, à mon avis, il a le profil. À Liverpool, les spectateurs d'un cinéma ont demandé à être remboursés car ils n'étaient pas au courant que The Artist était un film muet. Normalement, ce sont les Belges qui ont ce genre de réaction, pas les Anglais. Bon, on a vu The Artist, hein, monsieur Ardisson, une fois. On a été déçus. Il n'y a pas le son. Les acteurs parlent, il n'y a pas le son, une fois. Puis il n'y a pas la couleur non plus. C'est en noir et blanc. Une fois, on paye le prix d'un film normal, il n'y a pas le son. C'est une arnaque, monsieur Ardisson.
C'est comme le peuple migrateur, il n'y a que des oiseaux. Il n'y a que des piafs. Pendant 1h30, il n'y a que des piafs qui traversent l'écran. Il y a des canards, il y a des grues cendrées, il y a des hirondelles. Il n'y a pas d'acteurs. C'est une arnaque une fois, hein? Allez, ça va? Ça va. Ça va, monsieur Ardisson. Ça va, Alors, ça va. Allez, Ça à va. la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Voilà, c'était Stéphane Guillon. Je vous retrouverai ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur canalplus.fr. On passe maintenant à notre invité du samedi matin. Muriel, rebonsoir. Bonsoir. Vous êtes la petite dernière d'une famille arménienne de 3 enfants. Oui. Vous êtes née à Toulon le 13 janvier 1972. Père, artisan, entrepreneur dans les enseignes lumineuses. Mère, femme au foyer. Alors, éducation traditionnelle, Très rigide. excellent résultat à l'école, mais tout ça va changer avec l'adolescence. Vous dites, je voulais sortir, aller au cinéma, voir mes copines, mais je n'avais pas le droit. Non. Interdit de sortie. Ah ouais. Oui, totalement. Alors, vous voulez vous émanciper. En 3e, vous orientez vers un BEP vêtements. Et à 18 ans, après 3 ans de formation, vous pouvez enfin vous envoler du nid familial. Ça va, j'avais ma petite indépendance, donc ça me suffisait. Ouais. C'était déjà beaucoup pour moi, Ouais. en fait. À 22 ans, vous rencontrez un homme. Et là, c'est le coup de foudre. Si on veut, non, pas vraiment. Non, c'était voilà. C'était surtout pour m'échapper du cocon familial, on va dire. Enfin, un an plus tard, vous vous mariez quand même. Ouais. Ça, c'est une grosse erreur. Vous aurez 3 enfants, 2 filles, 1 garçon. Vous arrêtez de bosser. Lui travaille et vous gérez les gosses à la maison. C'est ça. Alors là, cette liberté que vous aviez désirée pendant toute votre adolescence disparaît parce que vous êtes un petit peu dévoré par les tâches ménagères. Par un mari qui est absent, qui est pompier, donc qui devait voir beaucoup d'autres femmes. Et puis voilà, jusqu'au jour où il est parti avec une autre. Et en 2003, c'est la séparation. Vous vous retrouvez seul avec 3 enfants. Alors, pour tenter de réparer ce corps déformé par les maternités, vous consultez un chirurgien qui vous conseille de commencer par maigrir. Et là, vous perdez 25 kilos. Bon, ben ça, c'était sous le choc de la séparation, en fait. En un mois et demi, j'ai perdu 25 kilos. Et là, c'est avec ces kilos, vous perdez votre poitrine et vous passez d'un bonnet B à, dites-vous, le torse creusé au niveau de la poitrine. J'avais plus rien, j'étais vidée. Alors, vous supportez pas de vous voir comme ça? Je méritais pas ça, Ouais. on va dire. Ouais. Alors, vous retournez voir le chirurgien pour vous faire implanter des prothèses mammaires. L'opération est fixée au 20 avril 2004. Ça coûte quand même 2 800 €, dont 800 pour les prothèses. Faites Cher et comment? PIP. Bah là, il y avait un crédit. Vous prenez un dessus. crédit. À aucun moment, vous ne vous préoccupez de la marque des prothèses. Vous dites, est-ce qu'on demande à un chirurgien la marque de son bistouri? Bah non, on fait confiance. Moi, pensant on me mettait une prothèse dans le corps, pour moi, c'était quelque chose de stérile, de sain, de tout ce qu'on veut. De vérifier. Ah, bah oui, de vérifier. Alors, les douleurs post-opératoires sont très violentes. Vous dites, c'est comme si une voiture venait de me passer sur le thorax. Moi, j'ai souffert de mon intervention, beaucoup. Ouais. Et vous avez des brûlures au sein gauche, Ouais. autour de la prothèse. Une forte brûlure. Mais les douleurs disparaissent au bout de quelques semaines. Tout va bien, je suis contente. Ouais. Voilà. Vous êtes contente, vous vous retrouvez avec un bon essai et vous retrouvez votre féminité, d'une certaine façon. Voilà. Tant qu'à faire, j'en ai profité pour augmenter du B au C. Alors, ce qu'il faut préciser, en fait, c'est que vous ne faites pas ça pour séduire les hommes, ni pour refaire votre vie. Vous dites, je ne sors jamais, je n'ai pas de vie sociale, Non. je n'ai ni les moyens, ni le temps d'aller au resto ou en discothèque. Non. Je m'occupe de mes enfants tous les jours. Oui, puisque le père a totalement oublié qu'il avait des enfants, donc je les ai 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Depuis 9 ans bientôt. Donc, en fait, ces seins sont pour vous. Voilà, je me sens bien. Vous vous Enfin, je sentez me bien. sentais bien, Ouais. on va dire plutôt. Votre nouvelle poitrine suscite des compliments. Oh, toujours, pas dur. Ouais.
vous aimez à nouveau votre corps, vous vous remettez à sourire, et une espèce de renouveau à ce moment-là quand même. Voilà, ouais. Un nouveau départ. Malheureusement, l'épanouissement sera de courte durée. En juin 2006, donc 2 ans après l'opération, vous détectez une petite boule sur le sein gauche. Ouais. Vous finissez par faire une échographie. Vous dit, il n'y a rien. Rien. Il vous conseille de vous adresser à un dermatologue. J'ai pas le temps et je cours dans tous les sens. Ouais. Puis après tout ce qui est au niveau sein, c'est au gynécologue d'assurer. En fait, oui, les gosses, vous les avez tout le temps. Le jour où vous allez vous faire opérer, vous êtes obligé de prendre une nourrice pour les garder, quoi. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est très compliqué. Ouais. Alors, 1 an plus tard, la petite boule est passée de 7 mm à 35 mm. Et là, quand même, on vous prescrit une biopsie. Mon gynécologue a commencé à s'inquiéter. Oui, quand même. Enfin, Et là, le diagnostic tombe, cancer du sein. voilà. Vous vous en doutiez à ce moment-là? Pas du tout. Ah ouais. Alors, non, pas du tout. Alors, j'étais à milieu de penser ça. Ouais. Donc là, vous rentrez le soir chez vous, vous retrouvez les mômes, vous êtes toute seule. Je pleure. Ouais. Vous avez peur de mourir? Oui. Ah oui, c'est cauchemar. Ouais. Je pense que je suis pas la seule dans ces moments-là. Vous retournez voir le chirurgien esthétique Oui. qui vous dit ça n'a rien à voir avec les prothèses. Ah non, lui, il me dit aucun rapport. Ouais. Et puis vous allez voir un chirurgien plastique à Monaco, une femme, qui vous dit il n'y a pas d'urgence, en fait, on peut opérer la tumeur dans 2 mois, c'est pas grave. Quoi. Elle vous dit même pas besoin de chimio, ça risque de s'arranger comme ça. Enfin, finalement, c'est pas si grave. Déjà d'enlever et de voir. Ouais. Alors finalement, c'est lors d'un 3e rendez-vous à l'Institut Paoli Calmette à Marseille que vous serez opéré. Et là, quand vous arrivez, ils vous disent c'est grave, il faut vous opérer en urgence. Ah oui, oui. Ah oui, oui, il y avait des ganglions sous les bras, la tumeur. On devait m'enlever le sein totalement, mais j'ai refusé. Ouais. Alors l'opération a lieu en août 2007. Vous demandez au chirurgien donc d'enlever la tumeur, les ganglions, mais sans retirer les prothèses. Oui, il a dit il y a les prothèses, on les garde, ça fera un joli résultat. Voilà. On va en profiter. On va en profiter. Au réveil, vous êtes soulagé évidemment, mais votre satisfaction est de courte durée parce que lorsqu'on l'examine au microscope, votre tumeur s'avère être un cancer assez agressif. Ouais, un grade 3, dont j'avais aussi... ils m'ont prélevé 17 ganglions sous le bras, et il y en avait 16 de touchés, métastasés, donc là, vous comprenez que vous n'échapperez pas à la chimiothérapie. Ils m'ont dit, là, il n'y a pas le choix. Vous supportez mal la chimio? Oui. Déjà, c'était dur avant, mais à partir de la 5e, j'ai fait des allergies à la chimio. Grave. Vous grossissez? Ouais. J'ai pris bien 10-15 kilos, mais c'était de l'eau dans mon corps, en fait. Autour du cœur, des épanchements, tout. La totale. Et vous dites j'avais les pieds complètement brûlés. Les ongles, les pieds brûlés, je pouvais plus marcher. Vous dites je devais ramper pour aller aux toilettes. Ouais, ramper, je pouvais plus marcher. Alors là, tout le monde vous dit que les prothèses ne sont pas à l'origine du cancer, mais en fait, vous n'avez aucun précédent dans la famille. Aucun. Non, ils n'ont pas donné de... Ils ne savent pas. Ils me disent qu'ils ne savent pas. Alors là, quand Edwige Ligonèche meurt d'un lymphome, après une rupture de prothèse PIP, vous commencez à paniquer, mais là, vous décidez à appeler l'AFSAP. Je leur ai expliqué que j'avais un cancer avec les PIP. Ils m'ont dit non, mais c'est pas ça, ça n'a aucun rapport. Voilà. Donc merci, au revoir madame, vous inquiétez pas. Tous les 6 mois, vous ferez une échographie. En 2011, j'ai rappelé l'AFSAPS. Là, ils ont pris mon témoignage en compte. Et c'est moi qui me suis déclarée. Alors que normalement, c'est les docteurs qui font la déclaration. Donc c'est moi qui me suis déclarée. Il y a combien de femmes aujourd'hui qui ont eu des prothèses PIP et qui ont été victimes de cancer du sein? Apparemment 20. Il n'y a pas de corrélation prouvée, mais pour vous, ce sont les prothèses qui vous ont rendu malade? Oui, pour moi, oui. Début mars, on va explanter les prothèses PIP, mais si l'explantation est remboursée par la sécurité sociale, leur remplacement n'est pas pris en charge. Non. Avec la part sécu, plus un geste du chirurgien, on m'a demandé 3 110 €. Voilà. Alors le problème, c'est que vous n'avez plus de boulot? Ben non, je fais que mes enfants. Là. Pour l'instant, j'ai pas de travail. Ouais. Vous êtes au RSA?
Je suis en adulte handicapé jusqu'au mois d'août. Après, je tombe au RSA. Comment vous allez faire? Mais là, j'ai une association, c'est au sein des femmes. Et c'est une association sur le cancer du sein. Et elles ont décidé de me prendre en charge. Quand vous entendez M. Mass, le fondateur de PIP, dit « Les victimes ne déposent plainte que pour recevoir du fric », vous réagissez comment? Il n'y a rien à dire. De toute façon, plus il parle, plus il s'enfonce. Donc, il ne devrait rien dire. Il devrait... Mais bon, c'est bien, il n'a qu'à parler. Voilà. Comment vont les enfants? Ça va. Ils stressent beaucoup, mais ça va. Ouais. Merci Voilà. de votre témoignage. Merci à vous. Voilà, c'était Salut les Terriens, votre talk du samedi, avec Dominique de Villepin, candidat à l'élection présidentielle, et puis le livre Villepin, le cauchemar de Sarkozy de Thierry Desjardins, chez Fayard, excellent livre, que je vous recommande. Edwy Plenel pour Finissons ans, chez Don Quichotte, Yvan Le Bolloc, sur scène à partir du 24 janvier au Théâtre de Paris, dans Calamity Jane, mise en scène d'Alain Sachs, avec Clémentine Célarié, Marc Fiorentino, qui nous a quittés, et Muriel Parsevian. Merci de votre témoignage, courage. Rendez-vous samedi prochain, à la même heure, et d'ici là, sur canalplus.fr, avec le top des vannes, l'édito des Gréments et l'édito de Blacko. Salut les Terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.